Salam alaikum, Az-Zulflaoun, bonsoir. Face à la perte des repères, l'éblouissement des lumières supposées ou réelles, mais rêvées par les haragas, ces laboureurs des mers ont pris le terrible pari de soigner leur désespoir au péril de leur vie. Ainsi en est-il de ces dizaines de personnes de tout âge, des deux sexes, qui fuient le pays à un rythme effréné et effarant. Le conte macabre des disparus est sinistrement édifiant. Plusieurs haragas, dont 10 originaires de la commune d'Athouassif dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont péri en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes espagnoles à partir du littoral ouest du pays. Ont rapporté ce vendredi 9 juin les familles des victimes sur les réseaux sociaux. Les corps des 10 victimes, âgées entre 22 et 53 ans, ainsi qu'une mère et un bébé de 2 ans ont été retrouvés par les pêcheurs au large de Tipaza, qui ont alerté les gardes-côtes. Les naufragés auraient pris la mer à partir d'Oran à bord d'une embarcation qui transportait au total 28 haragas originaires de plusieurs régions du pays. Selon la gendarmerie, 12 corps ont été repêchés tandis que les autres sont toujours portés disparus. L'une des dépouilles a été enterrée vendredi dans son village à Athouassif. Le défunt s'appellerait Malik Ben Saadi, ont indiqué les habitants du village qui n'ont pas encore obtenu des nouvelles des autres naufragés. Le drame de ces jeunes disparus au large de Tipaza ne suscite pas l'intérêt du pouvoir, car la harga est cet indicateur impitoyable qui montre la défaillance des politiques publiques et le désespoir qui ronge des pans entiers de la société. Le pouvoir feint d'ignorer un phénomène ravageur qui ne cesse d'endeuiller de nombreuses familles. Le pouvoir algérien empêtré dans des logiques de survie et de lutte clanique est disqualifié pour répondre aux aspirations légitimes de la jeunesse algérienne. Où sont les autorités sur la question de la harga? Quelles sont les mesures qui ont été prises au cours des dernières années pour prévenir ces conséquences les plus dramatiques? Face à ce phénomène, la réponse a été sécuritaire. Criminalisons les haragas et accentuons la surveillance des côtes. Cette réponse est problématique à plus d'un égard, car elle condamne juridiquement des milliers de personnes en traitant leurs délits de manière criminelle. Paradoxalement, elle contribue au développement de réseaux de trafic qui chargent des prix exorbitants, surchargeant les bateaux pour maximiser leurs profits et consolident leur rôle sur ces marchés juteux. La plupart des naufragés ne dépassaient pas la trentaine dans leur tentative de rejoindre des rivages improbables et dans leur quête éperdue d'une vie meilleure, ailleurs que dans leur propre pays, qui leur est plus que jamais hostile, ne leur offrant aucune perspective d'avenir. Ces jeunes ont tout simplement perdu ce qu'ils ont de plus précieux, leur vie. Ils ont préféré prendre le risque de perdre leur vie que de continuer à subir et à vivre l'innommable d'une caste de dirigeants hors sol, éloignés des réalités autrement insoutenables que vit la population. Pendant qu'au lieu on poursuit la politique du déni total, le peuple étouffe en silence ou se jette en mer dans l'espoir de rejoindre l'Europe.
Algérie, la Harga, un appel de détresse que le pouvoir ignore. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission le professeur Nordine Aoussat, universitaire analyste politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Monsieur Nordine, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, Khouya Nassar, salam alaikum, rahmatullah, merci pour l'invitation. Je dis salam alaikum à tous les Algériens et toutes les Algériennes qui nous regardent. Et pour commencer, je dois présenter toutes mes condoléances aux familles des défunts, Allah yarhamhum, Allah yaghfir lahum, wa Rabbi sabbar waldihum, et tous les leurs. Barakallahu fik, yatik saha, shukran, monsieur Nordine, Rabbi yarhamhum wa sabbar waldihum, Inch'Allah, paix à leur âme. On a avec nous aussi M. Djemal Ghessoum, président du Centre de recherche en sciences sociales, qui est aussi avec nous depuis Paris via Skype. Si Djemal, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Sinassar pour cette invitation sur un thème d'importance et qui relève de mon expertise, et j'aurai effectivement beaucoup de choses à dire. Un bonjour à votre ou vos invités, et Allah yarhamou, Inch'Allah, ce que j'appellerais les réfugiés sociaux, pour donner un sens politique à la chose. Merci beaucoup Djemal Ghessoum, barakallahu fik. Nordine Aoussat, je vais commencer cette émission avec vous. Un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans la société algérienne. Comment peut-on l'expliquer d'après vous, Nordine Aoussat? Je ne pense pas qu'il y ait une explication rationnelle à ce phénomène. On peut trouver une explication qui serait, je dirais, une explication de raison ou philosophique. Comment quelqu'un qui a les pieds sur terre, une terre ferme, une terre solide, peut-il croire ou penser ou espérer trouver mieux sur l'eau, à moins de croire au miracle, le miracle christique. Il n'y a que le Christ qui a marché sur l'eau sans se noyer. Comment ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont cru trouver et qu'est-ce qui les a poussés à cela? Et aussi et surtout, la grande question, tu as fait allusion tout à l'heure à cela, c'est Nassar, c'est cette apathie, je dis bien apathie, ce n'est pas c'est une insensibilité, même au sens humain, qu'on ne trouve pas une réponse politique, qu'on ne trouve pas une réponse pratique, philosophique à cela. C'est un fait, c'est une chose, mais que les autorités soient apathiques, c'est-à-dire sans aucune sensibilité à ce phénomène, et qu'il n'y ait aucune réaction des officiels, là c'est pas le naufrage de ces 10 ou 12 personnes comme les dizaines ou les centaines qui les ont procédés, mais c'est le naufrage d'une conscience, c'est le naufrage d'une nation, et je suis profondément triste. Très bien, restez avec nous. Nordine Aoussat, Djemal Ghessoum, la question bien sûr a été soulevée par Nordine Aoussat, aucune réaction des autorités. Même les médias qui d'habitude relaient les informations qui concernent le pouvoir très rapidement. On l'a vu bien sûr avec l'APS, l'expression Al-Watan, Al-Khabar, mais une négligence totale de ce drame, Djemal Ghessoum. Pourquoi d'après vous? Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, votre invité a dit qu'il n'y avait pas de raison rationnelle, mais essayons de raisonner, de mettre sa passion de côté pour tenter d'analyser ce phénomène, et je vais essayer de donner quelques clés de compréhension compte tenu de mon expertise, puisque, comme vous le savez, je forme les travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, pour prendre en charge des publics. Moi, ce que j'aimerais dire, en lien aussi avec votre question, d'ailleurs, Sylvain, c'est la première fois que je partage l'entièreté de votre introduction, ça c'était important de le dire. Ce que j'aimerais dire, c'est que
si ce phénomène, parce qu'il s'agit d'un phénomène, il y a des réfugiés politiques, il y a des réfugiés climatiques, ce sont des réfugiés sociaux. Ce que j'aimerais dire précisément, votre question c'était comment se fait-il que l'État ou les gouvernements successifs, les présidents successifs ne se sont jamais arrogés, je dirais, le droit de voir ce phénomène de près et apporter des solutions. Et je l'ai dit à maintes reprises que la grande, je dirais, catastrophe sociale en Algérie, c'est qu'il n'existe aucune structure, je vais en dénommer quelques-unes, qui existent partout dans le monde, sauf en Algérie, et qui pourraient non pas mettre un frein à ce naufrage, là pour le coup au sens propre du terme, mais à cet exode. Et là on trouve d'ailleurs des femmes, des enfants, on n'en est plus où il y a une dizaine ou une vingtaine d'années où ce n'était que des jeunes hommes. Je donnerai un exemple concret sur par exemple, aucune structure sociale en Algérie n'accompagne, il n'y a pas de protection de l'enfance, c'est mon métier depuis 35 ans. Il n'y a pas d'accompagnement de jeunes pour l'insertion sociale et professionnelle. Il n'y a aucune institution pour la protection de la famille. Il n'y a aucune structure, ou même associative, qui tente à la prévention de la récidive de la délinquance. À partir de ce constat, tout à fait catastrophique. Comment voulez-vous qu'un État qui ne met pas les moyens en œuvre de 7 à 77 ans et qui se retrouve à un phénomène sans pouvoir trouver de réponse? Mais le problème, c'est cette carence, je dirais, cette innocuité ou cette vacuité intellectuelle de nos dirigeants. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont et qui n'ont pas eu le bon sens de créer... Est-ce qu'on peut les mettre dans des catégories, Jamel Ghessoum, sociaux, comme vous l'avez expliqué, ou j'avais dit aussi dans mon intro que ce phénomène touche tous les pans de la société, toutes les couches de la société. On a vu même des médecins, des familles, des femmes avec des bébés. Il n'y a pas que les jeunes. Qu'est-ce qui pousse donc ces franges de la société à quitter l'Algérie? Est-ce que vous pensez que ça est en relation aussi avec la situation que vit notre pays, l'impasse politique pour commencer, mais aussi un sentiment de désespoir de ne pas appartenir à ce pays, Jamel Ghessoum? Vous savez, l'absence de perspective, vous avez utilisé le mot de perspective, s'applique à toutes les couches sociales que l'on peut imaginer. Vous pouvez avoir un doctorant qui n'aurait pas de perspective, vous pouvez avoir un jeune de 17 ans qui n'a pas été correctement suivi depuis son enfance et qui se retrouve sans perspective. Ce qui rejoint, et d'ailleurs on rejoint très bien ce phénomène au phénomène de la prévention, par exemple de la radicalisation, sur lequel je suis assez spécialiste, où au début c'est vrai que nous trouvions dans ce phénomène de la prévention de la radicalisation des jeunes de quartier et de cité. Et le phénomène s'est étalé et s'est élargi à des couches sociales qui n'étaient pas initialement touchées. On retrouve cela aussi par rapport aux réfugiés sociaux. Je n'aime pas trop dire harraga. On les retrouve sur... Et ce qui les lie, c'est l'absence de perspective. Vous pouvez être médecin et ne pas pouvoir manger à votre faim. Vous pouvez être un jeune de 17 ans, comme je le disais, qui n'a pas de formation, qui n'a pas de perspective de formation, pas de perspective professionnelle. Ce qui va unir, et c'est l'évolution qui fait cela, vous allez trouver des couches sociologiques complètement différentes qui vont se retrouver dans le même bateau, si je puis m'exprimer ainsi, avec l'absence totale de perspective. Et donc, on n'en est plus aux jeunes qui n'ont pas de travail. Non, ça s'est élargi et c'est d'ailleurs un phénomène particulièrement inquiétant quand un phénomène comme la radicalisation et le terrorisme, où on retrouve ce phénomène s'élargir sur d'autres couches sociologiques. Et je dirais que la responsabilité des autorités algériennes est pleine et entière. J'aimerais donner un exemple concret. Et lorsque vous m'avez appelé tout à l'heure, Sylvain, et vous m'aviez parlé de ce sujet, j'ai réfléchi. Et vous savez, il y a 5 ans, j'étais en Algérie et il y avait un village qui venait de France, qui s'appelle SOS Village de France. On les trouve partout en France. C'est une structure de protection de l'enfance. Et l'Algérie n'a même pas été capable de former des éducateurs et des assistantes sociales en Algérie, si bien que, en plus d'importer le blé et toutes ces choses que l'on pourrait produire, on importe même des éducateurs. Voyez à quel point nous sommes arrivés. Et je tiens évidemment pour responsable les autorités algériennes en premier lieu et le premier magistrat du pays, qui est le président de la République, qui, de ce point de vue, comme les présidents et d'abord, on ne parlera pas de gouvernement, il n'y a pas de ministre en Algérie, il n'y a que des administratifs.
Très bien, restez avec nous, Jamel Gessoum. Je vais revenir à Nordin Awsat. Avant de revenir, de vous donner la parole, Nordin Awsat, on va bien sûr regarder cette vidéo d'un jeune. C'était l'année dernière. Il allait passer son bac et on l'écoute, ce qu'il a juste déclaré après la sortie de son examen du bac. On l'écoute. خدمت عربية كارطونيت فيها أونجلي فرنسي وألمون مواد أساسية. واش في الجامعة واش حاب دير إن شاء الله؟ ما حاب الجامعة. والله ماني حاب الجامعة. نحب كش ما ندبر مصروف ونحرق نروح. نحب كش ما ندبر مصروف ونحرق نروح. نحب كش ما ندبر مصروف ونحرق نروح. C'est Nordin, yani, quand on écoute ce jeune, yani, on se dit de la gravité de ce phénomène, Nordin Awsat. Est-ce qu'on peut dire que le désespoir ronge la jeunesse algérienne? Que le désespoir, pour l'instant, comme explication, votre invité, Gessoum, que je salue, essaye ou voit l'absence de structure d'encadrement social, mais le problème est plus que social, bien plus profond que social. Il est éthique, il est philosophique, il est spirituel, il est économique, il est politique, il y a tout ça à la fois. Le social n'est qu'un volet, n'est qu'un aspect de ce problème. Quand vous avez ce jeune-là, regardez, qui passe le bac, il doit avoir 18 ans. À 18 ans, normalement, on a déjà fait au moins une année de philosophie, la matière qu'ils étudient en terminale. Et je pense bien depuis la première. Donc, il essaye un peu de réfléchir. On lui a appris à avoir une réflexion sur des questions aussi importantes que la vie, la mort, la liberté, etc. Donc, il dit, je ne cherche pas la publicité, l'université, et il le dit avec le sourire, oui. Mais plus grave que cela, et tu as fait tout à l'heure, tu l'as cité, Sénassar, que 20 personnes, et il est même arrivé que le double disparaisse en même temps et que toute la presse nationale n'en parle pas, passe sous, sous bruit, et il ne dit mot sur le sujet, c'est que c'est un drame. Il n'y a pas de ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas le président qui devrait, toute activité cessante, prendre la parole pour alarmer la société, alarmer tous les pans de la société. Les parents, ils ont leur part de responsabilité. Les chefs de village ont leur part de responsabilité. Les personnes elles-mêmes qui sont naufragées avant de prendre ces embarcations dont ils sont, la probabilité c'est 1 sur 2 de survivre, prennent leurs responsabilités. Tout cela, c'est toute la société. Si il est dit par ailleurs qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, il faut aussi toute une société pour se protéger mutuellement. Comment nous n'arrivons plus à donner au moins, je dirais, de l'endurance, de donner quand même un peu de raison à ces personnes-là, qui ne sont pas que des jeunes désespérés. Ce sont parfois des personnes qui font partie de la classe moyenne, qui vendent leurs biens, qui vendent leurs bijoux, qui vendent des choses qui ont une certaine valeur. Au lieu de transformer le fruit de leur vente en un produit qu'ils vont commercialiser pour vivre et vivre décemment. Non, ils préfèrent plutôt s'aventurer sur une embarcation de fortune, quitte à périr, quitte à laisser la vie. Mais quand même, on n'a pas vu ça ailleurs, Sénassar. Et c'est en ça aussi que je me pose la question. On va juste avancer, c'est Nordin. On va juste regarder donc ces statistiques, donc cette image.
elle va apparaître tout de suite. Voilà. Donc وكالة اللجوء الأوروبية نحو 10,000 جزائري تقدموا بطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2022. Donc c'est des statistiques effrayantes. On parle de 10 000 Algériens qui ont déposé, donc 10 000 Algériens qui ont déposé donc leur demande d'asile d'après donc l'agence européenne de l'asile وكالة اللجوء الأوروبية pour l'année 2022. Et là, on nous dit aussi que ça fait 3 ans, depuis 3 ans, ce chiffre a explosé. Alors qu'il faut revenir que pendant le Hirak, si c'est possible. Donc, c'est Nordine. Quand on regarde ces statistiques, c'est extraordinaire. On parle de 10 000 cas de demandes de refuge d'après donc l'Agence européenne de l'asile. Et on nous dit aussi dans cet article que le nombre n'arrête pas d'augmenter depuis 3 ans. Ce qui coïncide bien sûr par le début du Hirak. On a vu que ce phénomène a quasiment disparu au début du Hirak. Nordinaus. Oui, certains disent ça, Sinassar. Moi, j'ai pu lire par ailleurs des sociologues, et il faudrait que je retrouve la référence pour la partager, parce que c'est important. Apparemment, c'est juste une idée qu'on s'est partagée les uns les autres, et qu'en réalité, même pendant le Hirak, il y avait ces embarcations. C'est à vérifier. En tout cas, j'ai lu ça dans un travail de recherche fait par un sociologue. Mais sinon, les chiffres à Sinassar, nous avons déjà vu des chiffres comme cela, des 10 000, des 100 000 et plus. Mais pour qui ? Mais dans quelles circonstances ? C'est pour les pays qui sont en guerre. Oui. Pour des pays qui sont en guerre, qu'il y ait des ressortissants de ce pays en nombre, comme 10 000 à demander refuge, à se faire des réfugiés et demander asile dans un quelconque pays d'Europe, oui, mais un pays qui est supposé être en paix, et un pays qui est supposé être Jazair Jadida, qui réalise des performances partout, qui est comment dirais-je, en cours une puissance, voilà, une puissance de frappe, etc. Normalement, il ne devrait pas y avoir ces statistiques-là. Il ne devrait pas y avoir 10 000, ni même 1 000 personnes qui demanderaient refuge ou bien qui solliciteraient un asile ailleurs que dans leur pays qui présente une telle perspective. Très bien, restez avec nous, Nordine Awsat. Djebel Ghessoum, vous avez vu donc les statistiques de l'Agence européenne de l'asile qui avance un chiffre de 10 000 demandes d'asile concernant donc l'Algérie pour l'année 2022. Comment peut-on lire ces chiffres, Djebel Ghessoum? C'est très inquiétant. Le problème, c'est que le phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Il ne s'arrête pas, bien au contraire. Alors, je voudrais juste faire une remarque à M. Awsat, lorsqu'il dit qu'on ne voit pas ça dans d'autres pays. La Tunisie, il n'y a pas de migrants. En plus, j'ai monté des centres d'accueil et d'orientation, ce qu'on appelle des CAO, en France pour migrants. Donc, je connais un petit peu le sujet. Donc, la Tunisie, il n'y a pas de migrants. Le Maroc, il n'y a pas de migrants. Le Mali, il n'y en a pas. La Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. La Guinée, il n'y en a pas. Le Burkina Faso, il n'y en a pas, comme si ça venait que d'Algérie. Donc, il ne faut pas faire preuve d'un strabisme intellectuel qui consiste mais quand on fait la comparaison, Djebel Ghessoum, quand on fait la comparaison de l'Algérie par rapport à ces pays que vous avez cités, l'Algérie est un pays riche. L'Algérie. Non, mais là d'accord. Mais que l'on me donne dans ces cas-là, parce que intellectuellement, si on donne le chiffre de 10 000, c'est toujours, vous savez, les études comparatives, c'est de comparer des éléments. J'aimerais avoir les chiffres des réfugiés. En plus, je vous dis que je n'ai monté des centres d'accueil et d'orientation ici à Paris et j'avais très très peu d'Algériens, croyez-moi. Je peux vous citer toutes les nationalités. Donc j'aimerais connaître le nombre de réfugiés maliens, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, donc du Mali, de la Guinée. J'aimerais avoir tous ces
tous ces pays en chiffres si on veut intellectualiser la démarche pour comparer avec l'Algérie. Donc je ne dis pas que le chiffre de 10 000, c'est peu. Je dis que intellectuellement, quand on a fait une étude comparative, et si M. Aoussat est universitaire, il comprendra ce que je suis en train de dire. Donc je suis simplement en train de dire que oui, 10 000, c'est 10 000 de trop. Alors M. Aoussat disait qu'il n'y a que dans des pays de guerre. Je précise que le Maroc n'est pas en guerre, la Tunisie n'est pas en guerre, le Mali a des problèmes, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre, et je peux vous citer beaucoup de pays. Donc, disons la réalité des faits, regardons-nous au centre du jeu sur les difficultés qu'a l'Algérie et ses institutions à faire son boulot, mais il ne faudrait quand même pas exagérer. Donc, et là je reprends votre... Est-ce que vous pensez que Nordin Aoussat est en train d'exagérer ? C'est pas lui qui avance les 10 000... Lorsque M. Aoussat dit qu'il n'y a qu'en Algérie que ça se passe, je dis ce n'est pas vrai. Moi, j'ai ouvert 7 centres d'accueil et d'orientation, ce qu'on appelle des CAO. Renseignez-vous sur ce que c'est à Paris. Et donc, j'avais très très peu d'Algériens. Je suis simplement en train de dire que M. Aoussat, lorsqu'il dit que ça ne se passe qu'en Algérie, alors que c'est un pays en paix, je dis ce n'est pas vrai. Ça, c'est la réalité. Maintenant, là où vous avez raison, et vous l'avez dit avant de me couper, vous avez dit en plus l'Algérie est riche. Elle est riche en argent, elle est riche en hommes et femmes qui pourraient créer des structures. Et quand M. Aoussat disait le social, c'est pas dans la définition algérienne, hein. Vous savez, où on emploie 10 fois plus de salariés dans une entreprise publique pour faire du social. Non, c'est le social et l'éducatif. Moi, je mets un accent sur l'éducatif. La responsabilité de l'État est pleine et entière. Elle n'en parle jamais, comme vous l'avez dit. C'est vrai, parce que ça n'est pas à son avantage. C'est un public qui meurt en pleine mer et aucun service de l'État ne prend ses responsabilités. Je trouve cela tout à fait désolant. Très bien. Nordin Aoussat, si vous voulez donc répondre par rapport à ce qu'a dit Jamel Guessoum. Absolument, absolument. Alors, puisqu'on parle d'intellectualiser, alors intellectualisant. Les Marocains, ça fait déjà, je dirais, plus de 20 ans qu'il y a la harga au Maroc. Depuis longtemps. Mais les Marocains, disons qu'ils sont tentés, il n'y a que quelques dizaines de kilomètres entre la frontière, les côtes marocaines et les côtes espagnoles. Même la nage, même espagnole, même à la nage, un homme peut espérer, je dirais, se retrouver dans l'autre rive. Pareillement pour la Tunisie et le sud de la Sicile, de l'Italie aussi, il y a quelques dizaines de kilomètres. Allez, disons 140 kilomètres, même avec une petite embarcation de fortune, ils peuvent espérer. Mais nous, le plus proche lieu de notre côte avec l'Espagne ou l'Italie ou la France, ce sont des centaines de kilomètres. Donc, il y a là un problème pas intellectuel, de raison qui est immense. Mais ne cachons pas la réalité par des discours et des éléments du langage. Qu'est-ce qui fait que l'Algérien et le harga, elle existe depuis très longtemps, mais les gens, ils essayent de monter dans un bateau. Hein, ils le font dans toutes les villes portuaires. Ils essayent, je ne sais pas, moi, par des voies plus ou moins sécurisées. Mais ces embarcations en mer, en grande mer, comme cela, nous ne l'avons pas vu avant. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question. Mais surtout, Sénassal, vous m'excuserez d'insister et que tout le monde, j'espère qu'au moins qu'on arrive à poser les points sur les i, c'est cette indifférence, c'est cette apathie. Ces pays-là, citer notre ami, excusez-moi, c'est vraiment 30 secondes et j'en aurais fini, que ces pays-là qu'il a cités, je ne pense pas que ces pays-là se vantent d'avoir 65 milliards de dollars de réserves de change. Ce que le chef d'État Abdelmadjid Tebboune n'a pas de dire 65 milliards de dollars de réserves de change, réserver au moins 2 milliards pour sauver la vie de ces gens-là. Investissez pour redonner de l'espoir. Voilà le problème.
Très bien, voilà le problème. Donc, vous avez parlé d'Al-Majid Tebboune. C'est Nordine, on l'écoute. Par rapport donc à ce phénomène, comment, lui, il voit les solutions. ولازم الناس تخمم. لازم شوف لما تكون ظاهرة اجتماعية مثل هذه في الدول المتقدمة، أول من يتولاها هي المخرجين السينمائيين، هي الناس تفهم ويوري والمصير تاع فلان وفلان وكذا، اللي حرق واللي ما حرقش، وهذه 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 وهذه. في بعض الأحيان باش أنا شخصيا باش نيأس ما نيأسش، ولكن أنا التشعب تاع الأسباب تخلي احنا نتمنى ان شاء الله الجزائر اللي بغينا نبنوها مع بعض، الجزائر الجديده تخلي الانسان يحب يعيش في بلاده. ربما ما بين الحلول ما نضمنهاش 100%، ولكن نحاولوا ان تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعث شباب يمشي يفوت اسبوع ولا اسبوعين في البلاصه الفلانيه ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلاده. ممكن اجراءات اخرى، ممكن اطباء نفسانيين، ممكن هذه ممكن مشكل صعب حقيقي، والحل تاعو اصعب لان قلت لك فيه تشعب نتاع اسباب الحركه. Nordine Aoussat, je vais vous rendre la parole, si Nordine, très rapidement après, je vais passer à Jamal Ghassoum. Yani, quand on entend la réponse de Al-Majid Tebboune, j'ai essayé de comprendre, bien sûr, la logique de sa réponse, mais aussi comment peut-on trouver des solutions pour ce phénomène, mais j'ai rien compris, sincèrement. On parle de réalisateurs de cinéma, parle de la complicité de ce phénomène, des problèmes. Donc, les solutions, donc des accords avec des pays. Donc, nous, on va envoyer des jeunes. Ils vont aller constater que la vie n'est pas aussi facile et que l'Algérie, c'est leur pays et que la vie est beaucoup meilleure en Algérie que dans ces pays européens. J'ai rien compris, Sénordine. Mais il y a aussi, comment dirais-je, un autre élément qu'il a cité. Il a aussi parlé de atibba nefsaniyin aussi. Hein, absolument, des psychologues. C'est comme si le problème est un problème de psychologie. Absolument, tout à fait. Alors que, imaginez, c'est Nasser, le chef d'État, le premier responsable du pays, réfléchit comme ça. Le vague total, la vacuité totale. Il n'y a aucune idée qui tient la route. Il nous parle de réaliser des films, c'est même pas cinématographique. Pour sensibiliser apparemment les jeunes. Pour sensibiliser ces jeunes, comme si ces jeunes-là, je ne sais pas que c'est un film qui va résoudre le problème. Il nous parle de envoyer les gens une semaine. Envoyer les gens une semaine. Nous les avons vus. Envoyez vos cadres, ils ne reviendront pas. Envoyez vos cadres. On a vu ces milliers aussi d'Algériens, c'est Nordine, devant les centres culturels français, devant aussi même le consulat du Canada dernièrement. On a vu ces milliers de jeunes qui faisaient donc la queue pour avoir un visa pour partir. Absolument. Donc c'est de la démagogie. Ça a un nom. La manière dont il parlait et le contenu de son discours, ça a un nom. Dans l'analyse des discours, on appelle ça de la démagogie. C'est un démagogue qui est en train de nous enfumer par des paroles qui n'ont aucun sens. Le problème, c'est de redonner espoir à ces gens. Et pour leur redonner l'espoir à ces gens, au moins, le premier pas, la première chose à faire, c'est de se montrer véritablement sensible, d'adresser un discours à la nation, de prendre la parole, lui, et de s'adresser à la nation pour alerter, pour tirer l'alarme que
on n'en peut plus et on ne supporte plus qu'il y ait des Algériens qui se jettent en mer et qui meurent par dizaines. Il ne l'a pas fait. Très bien, restez avec nous, Nordina Oussat. Jamel Kssoum, votre réaction, vous avez entendu Abdelmajid Tebboune. Est-ce qu'on peut parler bien sûr des solutions qu'il a proposées, ou est-ce que le mal est plus profond qu'il le pense, Jamel Kssoum? Tout d'abord, j'aimerais dire à sa décharge, c'est qu'il ne connaît pas le sujet. Il aurait bien eu l'avantage d'avoir un conseiller sur ces questions. Il a indiqué des choses. Alors vous, Sina, vous avez dit, hein, je n'ai rien compris, moi j'ai tout compris. Et c'est-à-dire qu'en finalité, ce que le président de la République dit, ce sont des mesures finales quand tout le travail en amont a été fait. C'est-à-dire que quand on a offert des perspectives, quand on a mis en place des structures d'accompagnement, d'insertion sociale et professionnelle, quand on a mis en place toutes ces actions, et donc on est légitime à dire à nos jeunes, restez plutôt que partir, mais ça, si vous voulez, c'est pour ça que le président de la République, sur ce qu'il a dit, moi je ne lui en veux pas parce qu'il n'est pas spécialiste de ces questions, et il n'y en a aucun d'ailleurs en Algérie. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que par exemple, la question de psychologue. Quand il a parlé de psychologue, c'est bien quand on a des enfants qui sont éparpillés dans la rue, quand ils ont 2-3 ans, etc. Là, c'est utile. Mais faire un film ou envoyer des jeunes une semaine, donc on va trouver des bidonvilles en finalité. Il faudra à la limite trouver des bidonvilles et aller que dans le bidonville et revenir à Alger à dire là-bas c'était pire. Donc il est, et je le dis et je le répète, dans ses déclarations, il est de bonne foi, il ne connaît pas le sujet, il ferait bien de s'entourer de spécialistes de ces questions et de mettre en place des actions, et non pas forcément, comme le disait M. Aoussat, prendre la parole publique. Non, ça ne suffit pas de prendre la parole. Il y a un moment donné où les actes doivent être posés et transposés. Donc, moi, ce que j'aimerais dire au président de la République, s'il est de bonne foi, Jamel Kssoum, pourquoi donc il n'y a eu aucune réaction par rapport à ces disparus, par rapport à ces morts, Rabbi yarhamhum, aucune réaction? Est-ce que vous pensez aussi que le vrai problème, ce n'est pas de mettre en place des structures pour essayer d'accompagner les jeunes comme vous êtes en train de le dire? Le vrai problème, c'est qu'un journaliste libre ne peut pas faire son travail en Algérie. Ce n'est pas le sujet. Oui, ce n'est pas le sujet, mais est-ce que vous pensez aussi que le vrai problème, il est avant tout politique? C'est qu'il n'y a pas une ouverture, les gens ne veulent pas rester parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, parce qu'ils ne peuvent pas avoir des ambitions dans notre pays, ni politique, ni dans d'autres secteurs. On vous bloque, c'est partout, il faut donner donc des rachouas, comme on dit chez nous. Est-ce que vous pensez que ça aussi fait en sorte que la matière grise algérienne parte de l'Algérie, quitte l'Algérie? Alors, d'abord, c'est vrai que c'est deux sujets différents. Sur la question de la matière grise qui quitte le pays, il y a encore de la matière grise en Algérie sur les questions sociales, les questions éducatives, qui ne partent pas forcément. Mais le problème, c'est que les autorités algériennes ont une facilité absolument lunaire, déconcertante, pour ne faire appel qu'à des incapables pour avoir des postes pour des choses dont ils ne savent rien. Et donc, vous pourriez avoir tous les psychologues, tous les psychosociologues, tous les psychiatres, toutes les assistantes sociales, tous les éducateurs, moi ça fait 35 ans que je fais ça, en Algérie, présents sur le territoire algérien, ce n'est pas à eux qu'on va faire appel. Donc, la question de la liberté de la presse pour un journaliste qui partirait, la question de la matière grise qui partirait d'Algérie n'a pas de lien direct puisque de facto, le président de la République ne sait pas choisir ses conseillers, il ne sait pas choisir qui mettre en place pour lui faire remonter. Donc pour vous, Jamel Kssoum, le problème c'est Abdelmajid Tebboune ne sait pas choisir donc ses conseillers. Donc le problème, il est dans les conseillers d'Abdelmajid Tebboune. Nordina Oussat. Si je permettrais, je vous donne un seul exemple. Pour formaliser un peu ce que je suis en train de dire. Le secteur associatif en Algérie
on va comparer avec la France et les États-Unis, moi c'est ce que je connais le mieux, ont ce qu'on appelle des missions de service public, c'est-à-dire qu'ils sont payés par l'État, ils payent des gens qui sont formés pour être éducateurs spécialisés, formés pour être assistants sociaux, formés pour être psychologues, formés pour intervenir dans les prisons, donc ils ont des missions de service public. Si on compare ça avec l'Algérie, je l'ai vu sur le terrain, il n'y a aucune association en Algérie dotée de professionnels diplômés de tous les métiers que je viens de vous citer. Mieux encore, comment est-ce que le secteur associatif en Algérie... Yassi Jamal, est-ce qu'on peut comparer l'Algérie aux États-Unis ou à la France? On ne peut pas faire ce genre de comparaison parce que les Algériens connaissent leur pays. Le problème, c'est pas l'Algérien, il n'est pas capable, il n'est pas compétent, loin de là. Parce que moi, j'en connais des compétences algériennes un peu partout dans le monde. Et vous les connaissez aussi. Le problème, c'est qu'on ne laisse pas ces compétences, on ne les laisse pas, on les pousse à partir. Et quand j'ai cité les médecins, j'ai cité la matière grise, quand on incite, on fait tout pour faire fuir les Algériens, on forme pour déformer. Aucun secteur ne fonctionne proprement si jamais. Et ça, vous le savez très bien. Ce n'est pas une question de nia, ce n'est pas une question de conseiller. C'est une question de vouloir que ce pays se développe et vouloir avoir... Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple puisque c'est mon métier. Je vous donne un seul exemple. Un seul exemple parce que je dois donner la parole à Nordin Aoussa. J'étais à Alger il y a quelques jours. Quand je vois des femmes avec des enfants dans la rue, dites-leur à eux qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'ils demanderaient, puisque je parle de protection de l'enfance et de la famille, c'est qu'ils soient mis à l'abri, qu'il y ait un suivi éducatif de l'enfant, qu'il ne reste pas dans la rue, un suivi de la mère au niveau de la santé, de l'enfant aussi. C'est de ça dont je parle. À partir de ce moment-là, on peut élaborer un projet de société. Mais quand vous laissez ces gens à la rue, c'est pas la peine de me parler de liberté de la presse. On a tout fait pour détruire ce pays, Jamal Ghessoum. On a tout fait pour le détruire. Aucun repère chez les Algériens. Il n'y a pas de repère chez les Algériens. Pour eux, l'État n'existe pas. Et on ne peut pas parler de... Tfadal si Jamal, tfadal. C'est Nordin, pardon. Bon, Ghessoum lui-même, il le dit, mais il se contredit sans arrêt. Quand il dit, il cite tous les corps de métier, il dit, vous pouvez avoir tout ça en Algérie, ça ne change rien. Donc, le problème est politique, Yassi Jamal. Le problème, c'est une légitimité de ces gouvernants. Quand il dit que la femme dans la rue, elle n'a pas de souci avec la liberté d'expression, la liberté de la presse, oh que si, parce que s'il y a une liberté d'expression, s'il y a une liberté de la presse pour tirer l'alarme, pour parler et marteler ce besoin de la société que ces gouvernants s'en occupent, là, oui, ces gouvernants-là, à force d'écouter et de réécouter ces doléances, ces revendications du peuple, peut-être qu'ils finiront un jour par écouter, par entendre, mais quand ils musellent, quand ils mettent en prison les journalistes, quand ils dissolvent les journaux, les quelques journaux, quand ils mettent aux arrêts, quand ils menacent les journalistes, bien sûr que les choses ne se résolvent pas. Le problème, c'est pas un problème d'expertise. Il dit que le président, il est de bonne foi, mais excusez-moi, vous parlez d'intellectuels, d'universitaires, etc. Depuis quand un universitaire peut-il juger un président de sa bonne ou mauvaise foi? On analyse les discours, monsieur Ghessoum, on analyse les actes et les actions politiques, les bonnes et mauvaises foi, on laisse ça au bon Dieu. Il n'y a que le bon Dieu qui sait qui est de bonne foi, qui est de mauvaise foi. Nous analysons le discours. Et le discours d'Abdelmajid, sur les 3 points que nous avons soulevés, vous m'excuserez, c'est pas une méconnaissance, c'est une indifférence, parce que quelqu'un qui prend une demi-heure, 30 minutes pour préparer les réponses à une question aussi grave, aussi gravissime que le phénomène des Harga, je pense qu'il pourra dire des choses bien plus sensées, bien plus logiques
que de parler de cinématographie, de psychologue et de faire des séjours de connaissance des jeunes dans les pays où ils ne devraient pas prendre le risque d'immigrer. Non, je m'excuse, c'est pas une question de méconnaissance, c'est une question que le gars n'a aucun compte à rendre au peuple dont il s'en fiche d'ailleurs qu'il participe en nombre ou qu'il ne participe pas aux élections. Il s'en fiche qu'il y ait le taux de participation important ou pas important. Donc, de ce point de vue et partant de là, nous ne sommes pas malheureusement un pays qui donne de l'importance à la vie humaine. Et on s'en fiche, et parce que le citoyen algérien, l'Algérien et l'Algérienne, il n'a finalement aucun poids dans ce pays. Très bien. Djemal Ghessoum, je vous rends la parole. Comment peut-on s'en sortir par rapport à ce phénomène, d'après vous, Djemal Ghessoum, mais aussi quand on parle de cette Algérie nouvelle, alors qu'on est en train de voir les mêmes pratiques, le même système et les mêmes résultats. Malheureusement, le phénomène de la harga qui est en train de prendre de l'ampleur, d'autres phénomènes aussi, la drogue et j'en passe. Pourquoi on est arrivé à ce stade et comment peut-on sortir de cette situation? Permettez-moi quand même de revenir, vous me connaissez sinon sur ce que vient de me dire monsieur Aoun, évidemment vous me connaissez. Monsieur Aoussad qui parle d'universitaires et qui dit « Monsieur Ghessoum se contredit ». Lorsque je dis qu'il y a toutes les ressources à l'intérieur, mais que l'État ne fait pas appel à ces ressources, si être universitaire, c'est de trouver une contradiction là-dedans, je me demande quelle université vous avez fait. Secondement, lorsque vous me dites les convictions, c'est Allah qui décide la conviction. Ben, vous savez, conviction, moi j'ai une conviction intime et je l'exprime, je ne suis pas un robot et je donne mon avis sur cette question. Sur votre question, sinon, sur en finalité l'étendue, pourquoi est-ce que ça continue depuis des décennies sur la même manière? C'est parce qu'il y a un logiciel, il y a une façon de faire de la politique en Algérie qui est absolument lunaire. Vous l'aviez dit sur la question du gouvernement, je disais qu'il n'y a pas de ministre. Demandez à n'importe quel Algérien qui est le ministre des Affaires sociales et de solidarité, vous ne serez même pas capable de vous le dire. Il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de politique forte sur cet aspect. Prendre la parole, que le président de la République prenne la parole sur un sujet, c'est bien, mais s'il le fait, c'est mieux. Donc, je dirais... Donc, s'il n'y a pas de ministre, s'il n'y a pas de... Qui c'est qui gouverne ce pays, donc, Djemal Ghessoum? Il n'y a pas de ministre, ce sont des administratifs. Depuis quand on a vu un ministre venir... D'ailleurs, excusez-moi du peu, je vous donne un exemple absolument flagrant. Depuis quelques mois maintenant, nous voyons beaucoup de walis qui viennent sur le terrain avec des caméras, avec des rébans, on dirait un mauvais remake de Chapo au Mexique, pour dire oh, vous avez mal fait ça, vous avez mal fait ça. Moi, vous voyez, on est dans une culture politique absolument invraisemblable. On a l'impression que c'est un cartel mexicain. Mais qui est responsable de tout ça? Qui est responsable de tout ça? Le responsable de tout ça, il n'y en a qu'un seul, c'est le président. C'est lui qui choisit le wali, c'est lui qui choisit des ministres qui n'en sont pas. Je ne connais pas un seul ministre en Algérie. Et c'est lui qui signe le décret présidentiel. Donc c'est lui qui le signe. On me dit que le temps nous presse, Djemal Ghessoum. Je vais laisser le mot de la fin à Nordin Aoussad. C'est Nordin. Vous voulez quoi, c'est la solution? Non, d'abord, si vous voulez rebondir très rapidement par rapport à ce qui a été dit par Djemal Ghessoum, mais aussi comment peut-on arriver donc à mettre fin à ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, pas seulement ce qu'on a vécu cette semaine, mais malheureusement ça fait très mal par rapport à notre pays, mais aussi aux familles qui perdent leurs enfants. Absolument. Donc, la solution serait que le peuple algérien, le savent d'ailleurs, qui sont sortis par millions pour le changement, sachent, ils le savent, c'est juste un rappel, que le changement n'a pas eu lieu et qu'ils continuent à garder espoir pour réaliser le changement. Le jour où ils auront un président qu'ils ont eux-mêmes choisi, qu'ils ont eux-mêmes élu, là,
et ils sauront à qui s'attendre et à quoi s'attendre à un président qui va défendre les aspirations de ce peuple. Mais tant que nous avons un président qui a été nommé, qui a été placé et qui ne sert que de paravent. D'ailleurs, j'ai pas fait allusion, mais il faudra lire l'édito de l'Jeish de cette semaine. Le premier et deuxième paragraphe, il est très, très dangereux. On nous parle des autorités, des hautes autorités, et que le président ne fait que suivre les directives, il les dit presque explicitement, et on fait allusion au fait qu'il y a des autorités et des hautes autorités qui réfléchissent, qui décident, et un président qui prend le relais ensuite pour annoncer cela. Le jour où tout changera, à ce moment-là, Inch'Allah, l'Algérie, qui a 65 milliards de dollars de réserve de change, pensera à dépenser cet argent-là pour sauvegarder la vie de ses enfants. Merci beaucoup, Nordin Aoussat, barakallahu fik, universitaire, analyste politique. Merci aussi à Jamal Gessoum, président du Centre de recherche en sciences sociales. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum sahab wa ala khair.